Salut Tristan, je m'appelle Thomas, je suis un des deux cofondateurs de GarantMe. Aujourd'hui je suis président, on a créé GarantMe il y a 8 ans avec mon associé Emile Ouais. Karam. On s'était rencontrés à l'école. Pour expliquer rapidement ce qu'on fait, j'aime bien dire qu'on est le lubrifiant du marché locatif. Ok. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre de l'huile dans les rouages sur toutes les relations qu'il y a entre un locataire, un propriétaire et un agent immobilier. Ok. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on est sur un marché où il y a énormément de tensions, où il n'y a pas grand monde qui se fait confiance. Les bailleurs n'ont pas confiance dans les locataires ont peur que les bailleurs les refusent. Tout ça est lié à un contexte législatif assez tendu. Au milieu, tu as des agents immobiliers qui sont censés apporter cette confiance et qui ont besoin d'outils, des armes, qu'elles soient financières ou techniques. Et nous, on vient apporter ces outils-là, donc des produits de garantie sur le loyer, de cautionnement, et aussi des outils de collecte du dossier et d'analyse du dossier pour que tout le monde prenne confiance. Ok. Trop cool. Eh ben, merci Thomas de m'accueillir aujourd'hui dans vos locaux. Très cool. Je commence généralement mes podcasts en demandant une, une petite présentation, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant d'être entrepreneur, ton parcours un peu scolaire. C'est plutôt plusieurs questions qu'une question, mais est-ce que tu peux te présenter sur le parcours d'avant GarantMe, Ouais, s'il te plaît? bien sûr. Je viens de Lyon, Ok. qui est ma ville de cœur, mais que j'ai quitté en 2013, Ouais. après ma classe prépa. J'ai fait des études assez classiques en région lyonnaise, ma classe préparatoire à Sainte-Marie, sur les hauteurs de la colline de Fourvière, pour ceux qui connaissent. Et je suis rentré à HEC en 2011. Ok. Et j'ai diplômé, en 2011, pardon, en 2013. Et j'ai diplômé en 2017. Moi, j'ai adoré l'environnement qu'HEC fournissait. Et la formation que j'ai suivie en dernière année en spécialisation, c'est une majeure entrepreneuriat. Ok. Honnêtement, j'avais pas forcément une conviction énorme sur le fait de lancer ma boîte à cette époque, mais après une année de césure où j'ai fait des stages en consulting et en Ok. start-up à Londres, j'avais pas vraiment envie de retourner sur les bancs de l'école. Mm. Et la majeure entrepreneuriat d'HEC permettait d'avoir un parcours très pratique où tu as Ouais. les mains dans le cambouis, tu es au contact d'entrepreneurs et voire même on te pousse à créer ta boîte. Ok. Donc ça a été une année hyper enrichissante pour moi. Petit, je te coupe, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'on apprend à être entrepreneur à l'école? Mais en fait, ça paraît évident avec le recul, mais je pense qu'il y a un sujet familial hyper fort Ok. et j'en avais pas pris conscience. Et donc je pensais être un warrior, mais en fait j'ai juste été conditionné. Mm. Et concrètement, par quoi? En fait, j'ai que des entrepreneurs dans la famille. Pas du tout du même style, Ouais. qui ont monté des startups, plutôt des artisans. Mon grand-père, il avait sa société, il était carreleur. Ok. Ma grand-mère, elle avait son restaurant. Ok. J'ai un oncle qui est serrurier à son compte, qui est à la retraite maintenant, mais et mon père aussi est à son compte. Et donc en fait, je pense que j'ai baigné dans un environnement d'entrepreneurs, Mm. de chefs d'entreprise, où on accordait beaucoup d'importance à la liberté et ça m'a conditionné. Ouais. Euh, Ensuite, la deuxième chose qui a été décisive, ça a été mes stages. Ouais. J'ai ce truc en moi que je suis motivé pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses, je suis assez curieux et au bout de 6 mois de stage, je me rendais compte que la courbe d'apprentissage commençait déjà à ralentir. Ok. Enfin, je prétends pas avoir tout appris en 6 mois de Ouais, bien sûr. stage, mais tu vois, je sentais que les 3 premiers mois étaient hyper intenses et que petit à petit ça ralentissait. Mm. Et donc cette frustration m'a fait me dire bah peut-être que il faut aller sur une orientation où la courbe d'apprentissage plutôt que de ralentir, elle va tout le temps accélérer. Et j'avais l'intuition que dans l'entrepreneuriat c'était le cas parce que ton environnement va changer tout le temps. Et donc j'ai fait cette majeure entrepreneuriat. Je suis pas sûr qu'on t'apprend à être entrepreneur. On peut en revanche te donner des cadres de travail, des manières de penser, des outils techniques. On peut aussi te présenter les pièges à éviter. Mais je pense quand même qu'il y a un truc aussi Ouais, qui vient des qui est une tripes. énergie Ouais. vitale que tu as en toi d'y aller, quoi.
Et ça, je suppose que ça soit dans n'importe quelle école. HEC, c'est la meilleure école de France. Est-ce que ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui t'ont permis d'ouvrir certaines portes et qui te font... Clairement, Ouais, je pense que si on voulait être juste, on devrait céder du capital à l'école. ouais. J'espère qu'ils vont pas entendre ça, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait pu décoller en dehors de cet environnement aussi rapidement ou aussi fortement. Mm. On doit beaucoup de choses à l'école. On s'est associé d'abord avec Ok. une personne qui avait une expertise dans le secteur de l'immobilier et de l'assurance et qu'on a rencontré dans le cadre de la majeure entrepreneuriat. C'est une première chose. On est rentré ensuite dans l'incubateur de l'école Ok. qui met à disposition des ressources incroyables quand tu lances ta boîte. Comme quoi, par exemple? On a bénéficié de supports juridiques. C'est important au début Ouais. quand tu es dans le brouillard du lancement d'une Mm. entreprise. Marketing, quand c'est pas trop ta spécialité ou ton truc. Naturellement, nous, on est plutôt des financiers que des marketeurs. Euh, Design, data, web, plein de trucs. Ouais. J'avais fait le compte au bout de 2 ans d'incubateur. Je pense qu'on a eu pour 300 000 euros de prestations de services non facturées. Ok. Ah ouais, donc c'est Et un donc, vrai, c'est vrai un peu levier de comme une dingue. levée de fonds, quoi. Ouais. Sauf que ça te coûte rien. Et l'école a ce pouvoir d'attirer des gens qui sont prêts à donner du temps gratuitement, juste parce qu'ils vont être en contact avec des HEC. Mm. Et certains sont gagnants, puisqu'au final, au moment où on a décollé, on les a pris en vrais prestataires de services, et finalement, ils ont gagné de l'argent Ouais. grâce à ce qu'ils avaient donné initialement. Ok. Et là, le levier, toi, tu me parles de cette majeure entrepreneuriat. Après, c'est direct le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc, tu te lances après les études, fraîchement diplômé. Oui, Ouais, c'est alors ça. même avant d'être diplômé, Avant parce d'être qu'avec diplômé. Émile, on a commencé à travailler ensemble en janvier 2017, Ok. et on diplôme en juin. Ok. Ouais. Donc ces 6 mois ont vraiment été hyper intéressants parce que tu peux prendre tous les risques, Mm. parce que t'as pas de stress salarial. Mm. T'es étudiant, manger des salades, tu vois, Ouais. tu t'en fiches, quoi. Tu peux prendre tous les risques, t'as énormément de temps et d'énergie. On était tous les deux célibataires sans enfants, enfin Mm. tu vois le truc. Et même les 6 mois qui suivent ta diplomation, on voyait beaucoup de gars de l'école qui commençaient pas tout de suite leur CDI. Ok. Et donc on n'avait pas l'impression de prendre un risque énorme Ouais. ou de D'être. perdre notre temps. Il y en avait beaucoup qui allaient commencer leur CDI au mois de janvier. Et donc on s'est dit on se donne cette année-là entière pour tout donner et arriver à la fin de l'année à avoir au moins un client. Ok. Et si on a un client, on continue. Sinon, on ira faire des choses sérieuses en cabinet de conseil, quoi. Ouais. Ok. Et là, c'est quoi le facteur? Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le podcast et à me suivre, et je voulais vous dire un grand merci. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Alors, si le contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, on retourne à l'épisode. Facteur un peu clé où tu te dis allez là c'est bon. C'est au bout de combien de temps déjà où tu te dis allez là c'est bon, on y va tous les deux, on se lance vraiment à fond là-dedans. Nous, on a eu une approche très itérative des choses. D'abord, on se connaissait pas avant de commencer à travailler ensemble. Ok. On s'est rencontrés parce que la majeure entrepreneuriat organisait des sessions de pitch Ok. où quelqu'un présente son idée et quelqu'un d'autre essaye de se greffer. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et tu pitchais cette idée de boîte à l'époque? C'est Émile qui Ok. avait pitché une idée un peu différente. Il voulait digitaliser la candidature locataire Ok. Ouais. pour créer un coffre-fort pour les locataires où ils sécurisent leurs pièces. Mm. Le RGPD est arrivé juste après, donc c'était un peu dans l'air du temps, et où tu pouvais diffuser ce dossier en ligne, Ok. plutôt que de l'imprimer, etc. Personne n'était prêt à payer pour ça, mais à partir de cette idée, et en itérant, en discutant avec des propriétaires, des agents immobiliers, des locataires, Ouais. on a vu qu'il y avait vraiment le nœud gordien de ce marché qui était la garantie. Ok. Garantir le loyer. Ouais. Et donc on est passé de construire un dossier à construire un dossier qu'on vérifie, et on est tellement sûr des vérifications qu'on va le garantir. Ok. C'est ça le cheminement qu'on a eu. Ouais. Mais pour répondre à ta question sur le moment où tu dis ok on lance, ça a été plutôt progressif. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de raison de créer la boîte, juridiquement je veux dire, Ok. avant d'avoir 1 euro de chiffre d'affaires. Ouais. Même si tu as des charges à engager, tu les engages sur tes fonds propres et puis tu les rembourses ensuite avec l'entreprise. Mm. Et donc on l'a fait quand on était sûr qu'on pouvait lancer le produit d'assurance, Ok. donc après avoir trouvé des compagnies qui nous suivaient, et quand on avait confiance dans le fait que quelqu'un allait payer, quoi. Ok.
Et cette première personne, vous l'avez trouvée comment? Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que la première personne vous fasse confiance. T'es une petite start-up, personne ne te connaît encore sur le marché. C'est quoi le moment qui Ouais, était un tout à l'heure, tu peu... me demandais si tu peux apprendre à être entrepreneur. Ouais, En fait, on nous a quand même donné pas mal de conseils qui étaient ouais, utiles. Le premier, qui était résumé avec cette phrase en anglais, c'était Do things that don't scale. ok, Au début, tu fais des trucs que tu feras pas quand la boîte marchera. Et donc, nous, on a commencé à bosser avant même d'avoir le produit d'assurance en ok, créant un blog dédié aux étudiants internationaux en France ok, pour les conseiller sur leur installation en France. Et on s'est mis à faire des visites locatives avec eux ok, pour défendre leur dossier. ok, Ok, c'est un étudiant chinois, ses parents ont leur revenu au bout du monde, mais il a un super dossier, etc. ouais, Et ça nous a appris à voir comment un agent immobilier réfléchissait, quels étaient ses stress, et donc à adapter notre produit. Et on faisait ça gratuitement parce que bon, on savait que c'était pas ça le service. Et petit à petit, on a eu du monde qui est venu sur ce blog, des étudiants étrangers. À un moment, on a eu une espèce de mini-influenceur indien. Il y a pas mal d'étudiants indiens en France qui a parlé de nous. Et on a commencé à avoir du trafic petit à petit ok, grâce à cette méthode. Et le jour où on a lancé le produit, on a eu quasiment un client tout de suite, quoi. ok. Ouais, donc ce premier client, c'est une personne que vous connaissiez pas, qui a atterri comme... Bah, qui est pas atterri comme ça, mais c'est pas la bonne façon de parler, mais sur... pourquoi il vous a choisi vous et peut-être pas un autre, tu vois, à l'époque? Parce que je À suppose... l'époque, les solutions qu'il y avait quand tu n'avais pas de garant Ouais, en France, c'était les banques. Elles ok, faisaient une caution bancaire, ouais, mais c'était infernal parce qu'il fallait bloquer des fonds sur un compte. hmm. Ensuite, obtenir ton bail qui soit signé et qu'ensuite la banque émette la garantie. Alors Ah que le ouais, donc propriétaire c'était veut la un garantie. bins, Donc ouais, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Il y avait un dispositif public, mais qui ok, était assez faible à l'époque. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'acteurs privés qui venaient résoudre ce problème et d'aider les gens qui n'ont pas de garant. ok, On a attaqué par les étudiants internationaux parce que c'était notre environnement. On sortait d'une école de hmm, commerce où il y en a beaucoup, parce que c'était facile de faire des partenariats avec Sciences Po, le SCP, Dauphine à Paris. Et petit à petit, on a élargi à plus de profils, donc hmm, les nationaux, puis les salariés qui sont en CDD en période d'essai. ok, Voilà. ok. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi le produit? C'est, par exemple, Tristan, jeune actif, je sors d'études, j'ai 24 ans, je veux me louer un appart. J'ai pas de garant, donc je fais appel à vous ou mon propriétaire vous appelle, ou mon bailleur vous appelle pour avoir une garantie si demain il m'arrive quelque chose concernant les loyers, etc. Et il y a Est-ce deux que... choses chez Garantie. En fait, on a deux visages. Ouais, On a un visage B2C ok, et un visage B2B. ok, Devant nos investisseurs, devant le marché, on se présente comme une entreprise B2B. ok, La réalité, c'est que au final, on a une image de marque un peu ouais, B2C. ok, Et donc, on a les deux parcours possibles. Il y a des locataires qui sont conscients que leur profil va bloquer hmm, pour plein de raisons. ok, Par exemple, tu es entrepreneur. ouais, Et donc, ils viennent au tout début de leur recherche de logement chez ok, nous, ouais, construire un dossier, qu'on le valide, et ensuite, ils vont chercher l'appart. Et on les aide sur ce chemin parce qu'on a constitué un réseau de 4000 professionnels de l'immobilier ouais, dont on récolte les annonces ok, et qu'on présente à nos locataires dont les dossiers sont vérifiés pour favoriser leur chance que leur dossier repasse au-dessus de la pile. Et au moment où ils tombent d'accord avec un propriétaire, là, on va commencer à se porter garant. Le modèle économique, il est assez simple. Ça va être un pourcentage du loyer. ok, On fait payer 4,5% du montant du loyer. ok, Donc ça, c'est, je dirais, le visage B2C. Mais en fait, notre métier au quotidien, il est de créer un réseau de professionnels de l'immobilier qui font confiance dans notre plateforme, ouais, qui vont l'utiliser pour récolter toutes leurs candidatures locatives, ok, les centraliser, les trier, les analyser, et quand ils en ressentent le besoin, les passer en garantie. ok, Et donc on a un modèle là-dessus qui est plutôt B2B, 2C. Donc commercialement, on se développe avec des sales ok, qui nouent des partenariats. Et j'ai une équipe de 13 commerciaux. ok. Vous êtes combien aujourd'hui chez 40 000? On est 70 au total. 70 à Paris? On a quelques personnes qui sont Et en full full remote? remote à Ouais, Nantes, à Bordeaux, mais très majoritairement on est à Paris. ouais, à Paris. Et aujourd'hui, tu me parlais de tout ce business model, etc.
c'est un sujet à l'ordre du jour. On sait qu'il y a une grosse pression immobilière, surtout sur l'aspect locatif. C'est de plus en plus dur de trouver un appartement. Euh, Est-ce que je suppose que l'aspect business, c'est exponentiel sur ce genre de... On a eu un énorme boom en 2022 et Ouais, 2023 chez nous, parce que ça a été le moment où il y avait encore les taux pas très élevés et le marché locatif était très dynamique. ok, Et depuis 2024 jusqu'à moitié de l'année 2025, hmm, jusqu'à septembre dernier en fait, ouais, le marché s'est vraiment effondré. ok, Dans nos chiffres, nos analyses, après ça vaut ce que ça vaut, on a touché le fond à peu près là cet automne, et depuis ok, ça repart. ok, C'est difficile de comprendre. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Ça c'est assez simple, hein. Les taux ont augmenté très largement, les taux d'intérêt, ce qui a freiné les projets d'achat, hmm, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui est resté locataire plutôt que de ouais, devenir primo-accédant. Donc ça a sclérosé le marché locatif. ok, Et à partir du moment où le marché, les gens partent plus de leur appartement, il n'y a plus de fluidité qui se crée ouais, et ça devient très difficile de trouver. ok, Donc nous, ça nous a favorisé en un sens parce que le propriétaire, dans un moment où c'est ultra compétitif, il veut un dossier ultra sécurisé, ouais, tant qu'à faire. normal, Mais en même temps, ça nous a freiné parce qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités de faire grossir notre parc garanti. ouais, Là, ça repart vraiment depuis cet automne, où on voit une meilleure rotation des biens. Et j'espère, à travers les récentes annonces du gouvernement sur le fait de relancer un dispositif fiscal pour pousser les gens à investir, que ça va s'accélérer. ouais. Parce que ces métiers-là, je suppose, dépendent énormément aussi de toute la partie fiscale qui va dépendre des investissements immobiliers. C'est simple, tu as un effet Ouais, ciseau qui est massif ouais, et qui va à l'encontre des investisseurs. Les taux d'intérêt augmentent. mm, Donc ton coût augmente à l'entrée. En même temps, tu as d'autres coûts qui apparaissent. Augmentation de la taxe foncière, ouais. rénovation de ton bien, parce qu'il serait F ou G, donc Eh tu oui, peux le garder donc sur le c'est marché. inlouable après, c'est ça? Et oui, sinon tu peux plus le Ouais, louer. Et de l'autre côté, tes revenus baissent. Pourquoi? Parce que les loyers sont plafonnés. Et donc tu te retrouves pris dans l'étau où il y a encore 10 ans, à Paris, quand tu investissais, tu pouvais payer la mensualité bancaire ouais, avec le loyer que tu percevais. mm, C'était à peu près au même niveau. Aujourd'hui, c'est 2x. Tu touches 1 000 € de loyer, mm, ta mensualité, c'est 2 000. ouais. Donc, faut avoir les reins quand même assez solides pour te Ouais, sortir tu 1 000 € m'étonnes. par mois. Ouais, tu m'étonnes. Donc, plus personne veut y aller. Ouais. Après, il y a des villes où c'est moins tendu qu'à Paris, mais ce phénomène ciseau, on le retrouve partout en France. Et ça, c'est un sujet franco-français où il y a des ambitions un peu d'aller voir à l'étranger parce que je suppose qu'il y a de la pression immobilière aussi dans notre ville. Il y a des... Alors en fait, je suis totalement honnête, on avait une boîte américaine qui Ok, existait avant Guarantme, qui ok, s'appelle The Guarantors. ok. Voilà, on a tout dit, hein. Ouais, ok. Ça a été fondé par des Français à New York à l'origine. Et nous, on les a contactés en 2017 quand on a créé la boîte. Mm, Et on leur a demandé ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, mm, pourquoi ils l'avaient pas fait en France. Le gars est un mec très libéral. Sa vision du marché français, c'est que le locataire est beaucoup trop protégé et ok, il veut pas venir. ok. Nous, notre vision, c'était que c'est parce que le marché protège le locataire que les bailleurs sont stressés et du coup, il faut apporter une solution pour fluidifier tout ça. Mm, Eux se sont développés d'abord à New York, puis dans tous les États-Unis. Aujourd'hui, c'est très gros, The ouais, Guarantors. Et à travers les années, on a vu des acteurs apparaître au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, sur des sujets qui sont similaires, mais en même temps qui sont spécifiques à ces marchés-là. Là-bas, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent remplacer le dépôt de garantie. ok. Le stress du propriétaire, c'est d'avoir son argent, comme sur tous les Mm, marchés, c'est le même problème, mais la solution est un peu différente. Nous, on vient protéger le loyer, parce que c'est difficile d'expulser le mm, locataire. Eux, ils viennent remplacer le dépôt de garantie, ok, parce que les dépôts de garantie sont très hauts. ok. Voilà. Tout simplement. Et je suppose que tout ce qui va être, tu parlais de politique juste avant, tout ce qui va être choix de décision des mairies, que ça soit, je sais pas, moi je regarde des villes, moi je viens d'une ville comme Lyon, il y a des sujets avec la mairie sur l'accessibilité au logement. À Paris, je suppose que c'est pareil. Est-ce que vraiment la politique d'une ville va dépendre aussi de ton métier? Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, nous, notre métier dépend de Oui, la plutôt, oui, c'est politique ça. qui est en place. On a arrêté de construire en France.
Ok. Et ça, c'est catastrophique, c'est ça qui crée de la tension. Alors, moi, je suis sensible à la préservation de la beauté de Paris, je comprends l'argument, mais en même temps, on a besoin de construire. Ok. Et donc, il faut trouver, là où on peut, les moyens de simplifier les, les procédures d'obtention de permis, probablement certaines normes aussi qu'on peut alléger pour accélérer la construction. Et donc, on voit en effet que dans toutes les villes où on a restreint l'attractivité de l'investissement locatif, on a tendu le marché. Il Ouais. y a une corrélation, je sais pas si c'est on va trouver la causalité, mais en tout cas, il y a une corrélation entre l'encadrement des loyers et la baisse de l'investissement locatif. Et donc, je trouve qu'il faudrait libéraliser un peu plus tout ça pour redonner envie aux investisseurs. La politique, globalement, antagonise beaucoup le propriétaire et le locataire. Ok. Alors qu'on a besoin qu'ils se fassent confiance, Ouais. on a besoin qu'ils soient dans le même camp. Moi, je fais un peu du bisounours. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas des politiques antagonisantes qui vont régler nos problèmes. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est quoi les profils de personnes qui font appel à vous? Quand tu parlais du B2B, 2C, c'est quoi le profil du C du customer à la fin? C'est quoi le... Bon, le B2B, c'est très simple. C'est une agence immobilière Ouais. qui gère des lots. Nous, on a pris ce modèle de déploiement parce que ça nous permet de convaincre d'un coup 100 propriétaires ou 200 propriétaires parce que l'agent immobilier est prescripteur. Et le 2C, donc les utilisateurs finaux de la garantie, ça va être 50% des étudiants. Ok. Et pour le reste, c'est des actifs. Il y a un peu de retraités, c'est 2%. Ok. Les profils retraités, c'est pour des sujets souvent de décès du conjoint ou autre, et ils ont besoin de trouver une location. Les autres, c'est les profils qui cochent pas les cases. Ok. Donc, indépendants, Ouais. ce qu'on appelle les freelances ou autres, CDD. Ok. Et souvent, le CDD, on a une image négative, alors qu'en fait, c'est un choix de vie. Ouais. Il y a des gens, ils veulent juste pas être en CDI. Période d'essai. Ok. Ça aussi, c'est un choix de vie dans le sens où je vois mes parents, ils ont eu le même métier pendant 25 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobilité professionnelle, on change de métier beaucoup plus souvent. Je crois que la durée moyenne d'un CDI, c'est 3 ou 4 ans. Ok. Et donc, en fait, ça veut dire que tous les 3 ans, tu te retrouves dans une période de ta vie où si tu veux déménager, ton profil coche pas les cases. Ouais. Quand on a lancé GarantMe, on avait lu une étude assez édifiante faite par des chercheurs à l'EDEC qui corrélait sur tous les marchés européens la fluidité du marché du logement avec la fluidité du marché de l'emploi. Ok. Si ton marché du logement est sclérosé, t'as un marché de l'emploi sclérosé. Et en France, on est en plein dedans. En fait, les gens ne démissionnent pas parce qu'ils peuvent pas se loger. Ok. Tu peux pas prendre le risque de postuler dans je sais pas quelle ville Tu m'étonnes. Ouais. si t'es pas sûr d'avoir le logement. Ouais, bien Et sûr. donc, ça fait faire des trucs de dingue, essayer d'obtenir une rupture conventionnelle pour se sécuriser pendant plusieurs mois, le temps de trouver son prochain emploi. Mais tout ça est catastrophique pour le marché de l'emploi. Et là, aujourd'hui, en parlant d'emploi, tu recrutes vous recrutez un petit peu chez GarantMe? On a beaucoup ralenti, Ouais. notamment parce que depuis, en gros, l'invasion de l'Ukraine et le changement de paradigme sur le marché, les investisseurs sont beaucoup plus frileux sur les valorisations. Et nous, on avait bénéficié justement de valorisations très élevées jusqu'en fin 2022. On a fait une dernière levée de fonds en septembre 2022. Et donc depuis, on essaye d'être indépendant sur nos financements parce que aller chercher un nouveau tour, ça va être hyper dur. Donc être indépendant sur nos financements, ça veut dire générer des cash flows positifs. Et donc depuis mi-2023 à peu près, on est rentré dans une phase où on cherche beaucoup plus d'efficience. Ok. On a rentabilisé GarantMe depuis le deuxième semestre 2024. Ok. Chouette. Et on a fait un exercice comptable plein rentable en 2025. Ouais. Donc ça, on est très content. Et on arrive à le faire en ayant vachement freiné nos recrutements. Donc on est 70 et on pense à finir 2026 à 74 personnes. Donc, tu vois, c'est pas grand chose. On va recruter 4 personnes. Mais ce qui est intéressant dans une phase d'efficience, c'est que on fait beaucoup d'investissements sur nos outils internes pour avoir besoin de moins de monde et savoir accueillir la croissance sans recruter. Mais c'est les clients qui en bénéficient. Parce que tout ce qu'on fait comme investissement sur nos outils, sur nos procédures, en fait, en bout de ligne, c'est plus de rapidité pour l'utilisateur, plus de transparence
pour lui, et du coup, au global, une meilleure expérience. Quand tu parles de levée de fonds, c'est une question que j'aime bien poser à mes intervenants. J'en ai pas mal qui ont levé des fonds que j'ai pu rencontrer, etc. Et c'est une question que j'aime bien leur poser, c'est qu'est-ce que ça t'a permis de faire cette levée de fonds? On a levé des fonds 3 fois, Ouais, 2018, 2020 et fin 2022. Ça nous a permis de faire 2 choses. Investir sur la tech. ok. En fait, tu as besoin de construire une équipe produit et tech robuste pour te différencier sur le marché. Mm. Et à la base, ton chiffre d'affaires est trop faible pour l'accueillir. Et donc, tu as besoin de plusieurs années durant lesquelles c'est du cash qui vient de l'extérieur qui va financer ces investissements. Ouais. Là-dessus, je fais une parenthèse. On s'est beaucoup moqué de plein de startups qui n'étaient pas du tout efficientes, certaines qui ont mis la clé sous la porte. Mais en fait, quand tu regardes les actifs technologiques qu'elles ont construits, ça a été beaucoup plus efficient comme investissement que ce que font les grosses boîtes. Ok. C'est-à-dire que j'aime bien prendre l'exemple de Luco. C'est un truc assez parlant qui est assez Ok. connu parce que c'était une boîte B2C. Tu vois ce que c'est? Non, je vois pas ce que c'est. Luco, c'est une entreprise qui a voulu révolutionner le marché de l'assurance habitation. Ok, Ils ont levé énormément d'argent, ils sont valorisés très très haut, 200 millions d'euros ok, assez rapidement. Et finalement, ils ont mis la clé sous la porte, enfin quasiment, ils ont été rachetés par Allianz ok. il y a 2 ans, il me semble. Et en fait, il y a un moment donné où tout le monde disait c'est n'importe quoi cette entreprise, alors qu'ils avaient construit des actifs techno avec 2 fois moins d'argent que ce qu'un gros groupe aurait dû mettre sur la table pour faire la même chose. Ouais. Donc je trouve que rappeler à tout le monde que faire de la tech, ça coûte cher, c'est important. Ouais, tu me sais. Ensuite, la deuxième chose que ça permet de faire, une levée de fonds, c'est faire des investissements commerciaux. Sur mon modèle, par exemple, un commercial, pendant 6 mois, je paye son salaire tous les mois et ça me coûte plus cher que ce que lui rapporte. Ok. Donc, je subventionne, entre guillemets, sa présence, même si le terme est un peu bizarre. Et il lui faut 8 mois de plus pour avoir remboursé, entre Ouais. guillemets aussi, Pour être full opérationnel ouais, pour avoir un payback. Ouais. Et donc, en fait, ces 14 mois, il faut les payer. Ouais. Et donc ça, c'est une levée de fonds qui le fait, notamment dans une phase où tu veux accélérer. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2022, où on a recruté 15 commerciaux. Bah, tu fais 15 fois 14 mois de salaire, Ouais. tu montes vite à des Ouais, c'est montants partout, ouais. élevés. Ouais. Et là aussi... Surtout à des moments où il y a du turnover, il y en a sur les 15, il y en a Ah peut-être oui. un ou deux, ou trois ou quatre. Ah bah, à l'époque, d'ailleurs, les clients en ont souffert. Et j'en parle d'autant plus librement qu'on est sorti de cette phase, mais ouais, on avait un taux de rétention d'1 sur 3. Ah ouais, Mais parce ok. qu'on était exigeant. Ouais. Ou pas bon en recrutement, je sais pas. Mais ouais, il y a eu, ouais, c'est en 2022, on gardait un mec sur 3, quoi, en période Ok. d'essai. Ouais. Mais bon, on a quand même réussi à construire une belle équipe commerciale. Et là aussi, c'est important parce que, en fait, quand on parle du modèle des startups qui perdent de l'argent, Mm. c'est pas un modèle qui perd de l'argent, c'est un modèle d'investissement, Mm. si c'est maîtrisé. Et donc, c'est ce qu'on a fait, investir sur la tech, investir sur le développement commercial. Et là, toi, ton rôle de CEO aujourd'hui, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Ton associé est quoi, CTO? Comment ça se passe? C'est quoi un peu vos répartitions En fait, il faut un CEO, par exemple, pour prendre la parole en public. Ouais. Donc ça, c'est mon rôle. Mais le CEO, c'est aussi la personne qui impulse la stratégie. Chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est bicéphale. Ok. On travaille à deux là-dessus. Et après, on a tous les deux, en effet, des périmètres plus précis. Je travaille beaucoup, du coup, sur la partie commerciale et opérationnelle, Ok. même si j'ai un directeur des opérations dans la boîte. Et Émile est plutôt sur la partie produit et tech, même si on a un directeur technique aussi Ok. qui est hyper important. Et cet équilibre, on l'a trouvé plutôt par appétence, Ouais. parce que finalement, on avait une formation assez proche. Ok. Il n'avait pas forcément une formation tech, Mm. comme on peut l'entendre, ou pour devenir CTO, tu vois. Et moi, j'avais pas forcément de formation assurantielle ou quoi que ce Ouais. soit avant, mais petit à petit, on s'est retrouvé là où ça nous plaisait le plus. Ouais. Parce que quand tu parles là d'assurance, c'est un métier complexe. Oui. T'as plein de choses à savoir, etc. Tu t'es formé sur le tas ou c'est en échangeant avec des personnes un peu de ton entourage, Oui. comment tu t'es formé à tout ça? On s'est vraiment formé sur le tas. Ouais, D'ailleurs, je pense que notre naïveté nous a servi. ouais,
En gros, le métier est en effet complexe parce que on a une délégation complète qui est donnée par les compagnies d'assurance pour distribuer, Ok. sélectionner les locataires, gérer le contrat d'assurance, accueillir la demande d'indemnisation, Mm. le sinistre, on Mm. appelle ça, gérer ce sinistre qui consiste à payer le propriétaire Ouais. et aussi mener une procédure contre le locataire, Ok. expulser la personne qui est débiteur, Ouais. débitrice. Et donc tu vois, ça fait beaucoup d'opérations. Ok. Du coup, sur ce chemin, en fait, la technologie qu'on construit, c'est de la souscription, donc de l'onboarding, Ok. ce qu'on appelle du KYC, donc de la vérification de profil, du scoring, c'est-à-dire de la statistique qu'on travaille pour sélectionner les risques. Et ensuite, c'est beaucoup d'opérations, donc de l'automatisation, du traitement de documents et de flux. Donc tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Ce qui s'apprend aussi, c'est la relation avec les compagnies d'assurance. Le premier truc à apprendre, c'est que, comme toutes les autres entreprises, les assureurs ont besoin de gagner de l'argent. C'est pas un truc évident, tu vois. On a l'impression qu'ils sont là pour prendre les pommes. Ouais. En fait, il y a un moment donné, quand même, il faut qu'ils s'y retrouvent. Ouais. Sinon, c'est compliqué. Et donc, nous, au départ, on a été très prudents. Je t'ai dit qu'on s'était lancé sur une niche, les étudiants internationaux. Mm. Et comme ça se passait bien, ensuite, on a complètement élargi. Tout le monde était éligible. Mm. Et donc, on a appris avec le temps à travailler avec les compagnies pour mieux sélectionner, mieux gérer. Et ça, c'est un vrai sujet de confiance. Souvent, on dit en interne qu'en fait, notre premier client, c'est l'assureur. Ok. Parce qu'en fait, sans la compagnie d'assurance, tu peux rien faire. Le produit ne peut pas exister. Mm. Et donc, il faut arriver à ce que lui, il s'y retrouve. Et sur ton métier, c'est quoi le profil type, tu vois, demain, pour ceux qui nous écoutent, celui qui veut louer un appart, etc., c'est quoi le meilleur profil? Ce qui paye le mieux, tu veux dire? Ouais, ceux qui payent le mieux, ouais. Il y a un... ouais, je vais cibler personne, mais il y a un vrai déterminant du risque. Ouais. C'est le niveau d'épargne qu'ont les gens. Ok. Tu vois, le critère classique pour sélectionner ou obtenir un prêt bancaire ou obtenir un logement, c'est ton niveau de salaire. Ouais. Et ça, on fait un ratio entre la mensualité que tu vas avoir, que ce soit le loyer ou le prêt bancaire, Mm. et ton salaire. Et souvent, on vise 33%. Faut que ton salaire soit 3 fois supérieur. Mm. Ok, bon, ça, en fait, ça veut tout et rien dire. Là-dedans, il y a plein de niveaux de risques différents. Mais il y a un truc qui est vraiment discriminant, c'est l'épargne. Donc on remarque que plus les gens ont une épargne importante, moins ils sont risqués. Et alors après, on essaie de comprendre pourquoi. Ouais, Et en c'est fait, évident. il y a 3 raisons qui font que l'épargne est un bon discriminant. La première, c'est que ton salaire est assez élevé Mm. pour que tu vives et en plus, il te reste de l'argent. La deuxième, c'est que cet argent qui te reste, tu le claques pas aux Bahamas. Ouais. Et la troisième, c'est que si tu as un accident de la vie, chômage, divorce, maladie, Mm. tu as un petit coussin de sécurité qui fait que tu peux te retourner et avoir le temps de trouver autre chose. Mm. Et je pense que c'est ça qui fait que ceux qui ont de l'épargne sont moins risqués. Ok. Donc ouais, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui veulent accéder à des apparts et tout, c'est mettre des sous de côté, pas trop dépenser. Mais il y a un piège là-dedans, c'est que les propriétaires Ouais. et les agents immobiliers n'ont pas le droit de te demander ton épargne. Et donc ça, c'est Ouais. dingue. C'est vrai. Pourtant, Et le donc- banquier le demande. Oui, et alors nous, on a un avantage dingue par rapport à l'agence immobilière ou au propriétaire, c'est qu'on a le droit. Et Ok. donc, on demande cette information aux gens pour pouvoir les qualifier. Ok. Et ça, le rating, je suppose, tu vas avoir tout un algorithme derrière quand tu parles de rating tout à l'heure. Je suis pas fan de noter les gens, tu vois. Aujourd'hui, mais en fait, c'est tellement à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on note tout. Donc, Alors, on note pas les gens, non, c'est pas noter les gens, c'est. on leur donne un Ouais. niveau de loyer Ouais. qu'on pense soutenable au vu de leurs ressources. Ok. Ouais. T'as pas une Parfois, c'est pas un Nutri-Score non. Non, on dit, voilà, Jean-Charles, Ouais. on pense qu'il peut louer jusqu'à 800 euros. Ok. S'il avait l'ambition de louer à 1000 euros, Mm. c'est vrai que ça marchera pas. Ouais. Parfois, ça pousse les locataires à réduire un peu Mm. leur budget, donc trouver peut-être un peu plus loin du centre-ville où ils voulaient être, ou un peu plus petit. Mais ça nous permet de refuser personne Ok. et de dire à tout le monde, ok, on peut y aller, mais voilà notre limite. Ouais, ça c'est l'idéal pour tout ça. Si on repart sur un volet un peu plus entrepreneurial, ben, là on parlait du produit, du process, etc. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur les embûches? Parce que là, ça fait quand même quelques années que là, j'ai l'impression
tout se passe bien, la machine est en route, etc. Est-ce que vous avez eu des galères un peu au début? Je suppose il y en a Ah eu. oui, il y en a eu plein. Euh, D'abord, si je peux rassurer les gens, parce que j'imagine que les gens qui t'écoutent, c'est aussi peut-être des gens qui veulent entreprendre. Ouais. Bah moi, en fait, le but du podcast à la base, c'est ça, hein. J'ai pas d'idée d'entrepreneuriat pour le moment. Et l'idée, c'est de partir à la rencontre d'entrepreneurs pour savoir un peu les tips, Ok, récolter un petit peu toutes les infos pour moi, le jour où j'ai une idée, où je me lance, où j'ai envie de faire quelque chose. Et en échangeant avec les gens, que ce soit les gens qui m'écoutent ou les gens avec qui je rencontre, enfin, que je rencontre plutôt, je trouve ça super de pouvoir avoir des retours d'expérience et voilà quoi. ok. Bon, déjà, je peux pas tout dire parce que je dirai tout quand on ne sera plus dans la boîte et Ouais, que je pourrai faire un livre posthume. ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, on a eu plein d'embûches. Euh, mais peut-être en préambule pour rassurer les gens, en fait, il faut intégrer et accepter que tu vas te casser la gueule en permanence. Ouais, Et te dire que c'est pas grave parce que en fait, ta situation actuelle avant de lancer, c'est que tu as zéro client. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est de retourner à zéro client. ouais, Et donc au départ, en fait. Donc rien n'est grave à partir de là. Et cette attitude, elle a été plutôt bénéfique pour nous au début. Et souvent, on se répétait, ok, allez, on fait ça, peut-être c'est un peu risqué, et on verra plus tard. De toute façon, ce sera un problème de riche. ouais, Et puis ensuite, quand t'es riche, que tu gères. Mais donc, je pense qu'il faut prendre beaucoup de risques au début ouais. et accepter que certains de ces risques vont être payants et d'autres vont pas être payants. Mais ceux qui sont pas payants, c'est pas grave. Ouais. Les grosses embûches qu'on a eues, je dirais que c'est le recrutement la première. Ok, Franchement, c'est horrible. Au début, t'es ok. pas du tout sexy. Qui va rejoindre la petite boîte où t'es deux, où tu t'as pas d'argent, donc tu payes un petit salaire. Alors peut-être t'essayes d'être sympa, mais c'est le mieux que tu puisses faire. Et donc le recrutement, c'est très dur. Et on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est précipité à recruter les seuls gens finalement qui postulaient. Et en fait, il vaut mieux attendre, prendre son temps, peut-être perdre 3 mois, que recruter un gars qui va venir 3 mois et au bout de 3 mois, tu te rendras compte que c'était une grosse erreur. Ouais. Tu auras perdu non seulement les 3 mois, Mm. et l'argent Mm. du salaire que tu auras versé au gars. Mm. Et donc, je dis souvent ça comme ça aussi. Il vaut mieux un trou dans l'équipe qu'un trou du. Ouais, Tu vois? ouais, c'est Ça, sûr. c'est la plus grosse erreur qu'on a fait. Et on l'a fait plein de fois. Parce qu'en fait, Ouais, tu perds tout le temps confiance en toi. Ou plutôt, tu as toujours peur de pas aller assez vite. Et tu dis toujours, faut qu'on recrute pour ouais. faire ci, qu'on fasse ça. Et finalement, il vaut mieux ne pas le faire et le faire un peu plus tard que se tromper. Ça, cette peur d'aller de louper, c'est quoi? C'est une peur de louper le coche ou c'est un tempérament Euh, tu penses, toi, c'est dans ton tempérament où tu te dis, faut qu'on fasse vite les choses, En fait, c'est une ou c'est peur le qui est liée marché au qui dit levée de ça? fonds. Ouais. Si tu lances une entreprise avec un modèle économique traditionnel, Mm. c'est quoi un modèle économique traditionnel? C'est un modèle rentable day one. Mm. Day one ou year one, Ouais. plutôt. Tu n'as pas ce stress. Parce que tu peux prendre ton temps, tant que tu arrives à te verser un salaire ou à Mm. vivre, il n'y a aucun stress. Non, le stress, il apparaît parce que tu fais une levée de fonds. Comme tu fais une levée de fonds, tu as la pression des investisseurs pour faire grossir la boîte et donc tu fais des investissements. Mm. Donc tu mets l'entreprise dans une phase de perte d'argent Ouais. avec ce qu'on appelle du burn et une deadline à partir de laquelle tu meurs. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut accélérer dans cette phase, pas forcément le burn, mais le Ouais. développement, Ouais, tu m'étonnes. pour atteindre les objectifs et pouvoir passer à une seconde levée de fonds Ouais. ou à la rentabilité. Et c'est ça qui te met en stress et qui fait que tu veux aller plus vite, plus fort, tout le temps. Et la deadline, je suppose que à chaque levée de fonds, tu la repousses encore de quelques temps, jusqu'à la rentabilité. Et là, aujourd'hui, on arrivait, entre guillemets, à cette deadline fin 2020, ben, sur l'année complète 2025, où l'entreprise est enfin rentable et Et que ça change tout. ça change tout, ça. Franchement, en termes de paix intérieure, ça change tout parce que tu sais que là, tu as le temps de faire les choses plus proprement, Ok. avec plus de patience. Alors, ça veut pas dire qu'on a plus d'ambition. Mm. On a encore des très fortes ambitions de développement, mais en tout cas, t'as moins le couteau sous la gorge, quoi. C'est quoi les ambitions de développement? Cette année, on veut faire 3 choses principalement. Ok. La première, c'est utiliser l'IA pour automatiser un maximum de nos procédures Ok. en gardant en ligne de mire toujours le bénéfice client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses dans l'expérience Guarantee qui peuvent prendre du temps du point de vue du client. La vérification de son dossier, Ok. elle n'est pas toujours automatisée.
sur toutes les phases. Et avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'on peut améliorer, accélérer. Ouais. C'est la première chose. Ensuite, l'indemnisation. On va devenir la première société de garantie de loyer qui t'indemnise instantanément quand tu fais la demande. Ok. Et ça, c'est juste dingue. Parce que la norme de marché, c'est 2 mois. Ouais. Donc quand tu es investisseur Ouais. locatif, ça change tout. Ouais. Ok. Donc voilà, ça c'est notre premier gros objectif, faire un levier sur l'IA pour améliorer l'expérience client. Le deuxième, c'est que on est devenu une norme ou une référence pour les locataires qui n'ont pas de garant. On a l'ambition de revenir au projet originel d'Emile, qui était de créer cette solution de création du dossier locatif en ligne pour créer la solution préférée des locataires de candidature. Ouais. Et donc on déploie avec toutes nos agences immobilières un portail de création de son dossier et de vérification des dossiers. Ouais. Aujourd'hui, il y a 400 agences immobilières qui l'utilisent déjà. Ok. Et voilà, on a vraiment l'ambition d'en faire une norme française, nationale. Il y a combien d'agences immobilières en France pour donner un peu l'étendue du marché et de développement? Donc nous, on a 4000 partenaires Ok. sur les 20 000 agences au total. Ok, il y a On 20 bosse 000 avec agences. 20% du marché, Ok, quand même. ce qui est bien et en même temps qui laisse de la place pour continuer. Et sur nos 4000 partenaires, on en a 400 qui utilisent cette solution dont je te parle, Ouais. qui pour nous doit devenir la nouvelle norme de marché Ouais. pour postuler en tant que locataire. Donc c'est quoi ce nouvel outil? C'est le coffre-fort un peu virtuel, certifié par Garant.me. Quand tu postules à une Ouais. agence qui utilise cet outil, Mm. depuis SoLoger, Le Bon Coin, Bien Ici, Logikimo, enfin toutes les plateformes, Ouais. tu es pris en charge instantanément. Déjà, ça c'est waouh, parce Ouais. que habituellement on te considère pas forcément et pas tout de suite. Tu as la possibilité de compléter ta demande. Tu peux t'arrêter où tu veux, mais tu peux aller jusqu'à compléter ton dossier. Ok. Et du coup, l'agent immobilier, quand il revient au bureau le lendemain, il voit toutes les candidatures qu'il a eues, elles sont rangées avec les informations des personnes, leurs revenus, et ils peuvent programmer des visites, échanger. Donc, ils accélèrent sur cette phase d'échange. Ouais. Et on permet à l'agent vraiment de répondre à tout le monde. Parce Ouais. que la grosse frustration dans cette relation, Ouais. c'est on m'a pas répondu. Ouais. Et donc, on leur permet de faire ça. Et l'agent peut aller jusqu'à vérifier le dossier, Ok. ce qui est hyper important en termes de Ouais, tu sécurisation, m'étonnes. et le passer en garantie. Ouais. Parce que je suppose que sur les apparts, ben, les gens qui postulent pour louer un appart, etc., il y en a un paquet qui vont mettre peut-être, je sais pas, un faux CV, Ouais. des faux. Allez, il faut, c'est dingue, c'est Ouais. 20% des dossiers. 20% Alors, ça des veut pas dire dossiers. que c'est des fraudeurs, dans le Ouais. sens où ils vont pas payer le loyer, mais en fait, les critères sont devenus tellement stricts Ouais. que les gens fraudent. Ouais. Et alors, nous, on est frustrés parce que on a des critères plus larges, Ok. parce que c'est notre vocation de permettre à des profils atypiques de se qualifier. Mais vu que les gens pensent que les critères sont stricts, ils nous mettent des faux alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Tu m'étonnes. Mais du coup, on se retrouve à être obligé de les rejeter. Mais oui, il y a 20% des dossiers sur lesquels tu as au moins un faux. Ok, donc ça va être fausse fiche de paye. Fausse fiche de paie, faux certificat de scolarité, faux avis d'imposition, faux contrat de travail, enfin, t'as un défaut sur tout. Ouais. La chance qu'on a, c'est que les outils de check deviennent plus puissants que les outils de création de faux. Ok. Alors que dans les années précédentes, c'était un peu l'inverse. Ok. Ah ouais, donc et l'IA te sert à ça aussi, à aller accélérer. Parce que tu peux faire plein de choses, tu peux vérifier les métadonnées du document. En fait, un être humain, s'il veut détecter la fraude, il faut lui passer une demi-heure sur le dossier. Nous, on gère 500 000 candidatures à l'année, on peut pas passer une demi-heure sur Non, chaque tu dossier. m'étonnes. Donc on a besoin d'un robot qui Ouais. fait tous les checks. Et en fait, quand tu fraudes, tu fais forcément une erreur. Ok. Comme quoi, par exemple? Je dirais pas. Ok, parfait. Comme ça, vous verrez bien le jour où vous postulerez sur Garant.me si vous utilisez des faux ou pas. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme tips au Thomas de 24 ans? Bah, moi, j'ai 24 ans, mais au jeune Thomas qui se lance sorti d'école. Si on veut revenir au sujet des modèles économiques, je pense qu'il y a un sujet super important. C'est que, certes, tu vas peut-être trouver des fonds pour te développer, mais le meilleur modèle, c'est quand même celui où tu te développes par les clients. Ok. Et donc, je dirais que le conseil le plus important, c'est d'avoir un modèle économique dès le premier jour, qui fait que si tu lèves des fonds, c'est pas pour financer un truc à l'aveugle, c'est fait pour financer des vrais investissements. C'est quoi un modèle économique robuste? C'est un modèle économique où il y a de la marge. Ok. Après, il y a des modèles où il n'y a pas de marge et ça marche quand même, mais les modèles où il n'y a pas de marge, c'est one in a million. Tu vois, tout le monde n'est pas Xavier Niel. Et donc, nous, on n'avait pas la prétention de faire un truc qui rencontrait un succès aussi énorme. Donc, il faut de la marge, il faut des cash flows.
Et c'est-à-dire essayer d'encaisser, par exemple, annuellement plutôt que mensuellement. Parce que ça pose pas vraiment problème aux clients de payer 12 mois au lieu Mm. de 1. Voilà, je dirais qu'il faut bosser là-dessus dès le début. Parce que si tu bosses là-dessus, le pire des cas, tu vas créer une boulangerie avec toi-même tout seul. Mm. Et tu pourras te payer un salaire. Et si ça te plaît, tu continues. Et si t'en as marre, tu feras autre chose. Mm. Alors que si tu te lances sur un truc casse-gueule où c'est sûr que ça gagnera pas d'argent unitairement, tu vois, Ouais. on parle souvent des- de la marge contributive de ta vente. Il faut que ta vente te fasse gagner de l'argent. Il y a eu Ouais. plein de boîtes. Il y avait, tu sais, les Cajou, Ouais. Flink et tout, qui ont levé des millions et des Gorillaz, millions. non, je sais plus. Gorillaz. Ouais. Le modèle économique faisait que plus tu vends, plus tu perds. C'est quand même pas Ouais. normal. Ouais. Alors que tu peux ne pas être rentable à cause des coûts fixes, à cause des investissements, mais ne pas être rentable sur tes ventes, c'est vraiment le truc à éviter. Ouais. Donc moi, j'irai pas, par exemple, sur les trucs où il faut des effets de réseau massifs avant de gagner un seul centime, Ok. ou les trucs où tu te dis, je crée une plateforme, par exemple un réseau social, et je verrai plus tard. Ok. Parce que combien il y a eu de Facebook? Probablement des dizaines de milliers. Mm. Combien il y a de Facebook? Il n'y en a qu'un seul. Ouais. Donc voilà. Ok. Et là, je suppose que vous, à vos échelles d'entreprise, etc., il y a toute une émulsion autour de boîtes innovantes, etc. On parlait de politique tout à l'heure. Tu penses que la France est un bon pays pour entreprendre? Oui, Ouais. je conseille la lecture Une sacrée envie de tout foutre en l'air, je crois, Ok. de Xavier Niel. Enfin, c'est une interview de Xavier Niel faite par Jean-Louis Messica, où il dit ça. Et je suis complètement d'accord avec lui. La France est un paradis pour entreprendre. Il faut couper terme au discours anti-entrepreneurial en France, ou, à part en France, on va te donner une bourse de 30 000 euros juste parce que tu montes une boîte tech. Mm. Nulle part. Ou, à part en France, il y a la BPI. Nulle part. Mm. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué de créer une boîte. En France, tu as un soutien massif à l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être que je vais pas me faire des amis, mais si je jette des fleurs à Emmanuel Macron, mais je trouve quand même il a soutenu l'écosystème et c'est décisif. On a pu critiquer le fait qu'on mettait en avant la Startup Nation versus un monde plus traditionnel, mais en fait, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'innover, et donc stratégiquement pour le pays, c'est hyper malin de mettre de l'argent sur la table. Ouais. La BPI joue un rôle incroyable Ouais. là-dessus. Elle met de l'equity, elle est au capital de beaucoup de boîtes, elle met de la dette. Mm. Elle est très chère, la dette de la BPI, mais elle existe, Ouais. à défaut des autres. Et je pense que elle est remboursée par les boîtes qui marchent. Donc l'écosystème au global est sain. Ouais. On peut tirer aussi notre chapeau, encore une fois, à Xavier Niel par rapport à ce qu'il a fait avec Station F. On a quand Mm. même le plus gros incubateur du monde. Il est à Paris. Ça dit un truc. Euh, L'autre chose qui fait que la France est un paradis pour entreprendre, c'est les ressources humaines. Ok. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent bosser dans des boîtes innovantes, qui ont la dalle, Ouais. qui veulent vraiment se donner, et pour ça, du coup, ils rejoignent une start-up. Il y a un niveau de formation qui est dingue, tu trouves des ingénieurs hyper pointus sur tous les sujets. Mm. Donc ouais, je suis entrepreneur, je viens en France Ouais. pour entreprendre. Et c'est pas juste un truc chauvin, je pense. Parce que, ouais, après, parce que peut-être le fait d'être dans un écosystème parisien, etc., ou de grande ville, le fait de te dire ça, ou tu penses Non, que c'est assez j'ai des clients généralisé? partout en Ouais. France. Je vais à Nantes, les agents immobiliers à Nantes, ils me racontent qu'il y a plein de startups dans la ville, Ouais. que c'est un super hub. En même temps, Nantes est probablement le troisième hub après Paris et Lyon. Ouais. Il y a des grosses startups à Lyon. Mm. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à Paris, mais, Ouais. mais c'est pas que sur l'entrepreneuriat qu'il y a Ouais. beaucoup de choses à Paris. Non, C'est mais parce que la surtout sur la France est culture. Bah oui, centralisée. c'est évident. Et donc, comme tout est centralisé en France, oui, Paris s'y retrouve encore une fois en tête sur l'entrepreneuriat digital. Et on peut aussi élargir le sujet de l'entrepreneuriat à pas juste la tech. Mais quand tu veux lancer une boîte plus traditionnelle, t'es aussi aidé Ouais. en France. Et donc, ouais, je pense que c'est un bon endroit Ouais, où si. créer sa boîte. Et même le fait d'être géographiquement, c'est un pays top. T'as, t'as des cultures totalement différentes les unes des autres, que tu vas du nord au sud ou d'est en ouest. Les Et gens
les gens ont une culture aussi de, je pense, Il y a cette mode en ce moment de dire que l'Italie c'est super, tout se passe bien. Ok, ils ont réduit leur dette. La jeunesse italienne, elle vient bosser en France. Elle reste pas bosser en Italie parce qu'il n'y a pas les mêmes opportunités. Ouais. On a un marché où il y a énormément d'opportunités. Il y a un écosystème de financement qui est structuré, Mm. qui est le deuxième meilleur en Europe après l'écosystème britannique. Donc il y a des fonds, si tu veux te lancer. Il y a un univers du private equity, une fois que tu as franchi l'étape venture capital, Ouais. qui est hyper structuré, qui est le plus dynamique d'Europe. Franchement, c'est le meilleur endroit où entreprendre en Europe. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu me parlais des projets, le développement de la boîte sur ce fameux coffre-fort virtuel, etc. Est-ce que c'est quoi l'enjeu à 5, 10 ans, tu vois? Comment tu vois un peu Garantme sur les prochaines années? C'est marrant cette question parce que c'est la question qu'on te pose, tu sais, quand t'es étudiant Ouais, et que tu lances ta boîte, ouais. tu fais le BP. Ouais, Et avec Émile, quand on l'a créé, le premier BP c'était sur 5 ans, ouais. parce que c'est un peu la norme de faire ça. Et là, ça fait 8 ans. Et quand on a fait le premier BP, Tu l'as on respecté pensait d'ailleurs, que le ça bébé? serait. Oui. Ouais. Mais de toute manière, j'ai mis en public sur LinkedIn mes decks de levée de fonds. Ok. C'est très drôle à regarder parce que, en fait, d'un deck à l'autre, tu vois les chiffres qui se décalent. Et donc, on pensait au terme du BP initial de 5 ans, ne plus être là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a c'est une chimère, hein. On te vend que la startup c'est rapide. En vrai, monter une boîte en moins de 7 ans, Mm. je pense que c'est très compliqué. Ok. Plus probablement, si tu veux monter une vraie boîte costaud, faut Ouais. 10 ans. Ouais. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faut avoir en tête. Ouais. La résilience, c'est important pour ceux qui nous écoutent aussi. Oui, Que- et lancer jeune, du coup, tu vois, Ouais. parce que c'est le moment dans ta vie où tu as le plus d'énergie. Ouais. Nous, on a lancé, on n'avait pas de contraintes familiales, Ouais. pas de contraintes budgétaires, et donc on a tout donné pour la boîte. C'est plus compliqué, j'imagine, quand tu commences à avoir une famille, des enfants, un peu moins d'énergie, du coup, parce que tu dois en donner à la maison. Ouais. Mais pour répondre à ta question sur comment je vois l'avenir, avec Émile, on s'est toujours dit que Garant.me, ça serait notre mission tant qu'on arrive à se marrer et à apprendre. Ok. Et là, on est toujours dans cette phase où on passe des challenges qui sont nouveaux, qui nous font marrer, sur lesquels on apprend beaucoup parce qu'on découvre. Ouais. Et j'ai du mal à me projeter à 5 ans parce que c'est Ouais. des exercices de pensée qui Ouais. sont un peu abstraits. Mais ce sera ça notre ambition, quoi. C'est-à-dire on continue à se marrer au quotidien. Ouais. Donc ouais, l'aspect plaisir, c'est un aspect qui compte énormément pour toi et c'est vrai que c'est sûr que si tu vas travailler tous les matins et que t'as pas forcément envie de faire les choses, c'est toujours un peu plus Ah non, compliqué, moi, quoi. c'est l'inverse. Ouais. Le vendredi soir, je suis un peu triste que la semaine se finisse. Et le dimanche soir, je suis content de retourner au bureau, quoi. Ouais. C'est vrai que ça c'est chouette. Et le fait aussi d'entreprendre, c'est cet aspect-là aussi, moi, quand j'échange avec des entrepreneurs, c'est cette quête de sens aussi que tu vas avoir sur ta volonté de créer ta boîte à ta façon aussi, certaines singularités. Et c'est aussi, ben, tu parlais de liberté au tout début de l'entretien. Euh, c'est un facteur aussi important pour toi, je suppose. Facteur de singularité, de liberté. Il y en a La peut-être d'autres. singularité, je l'ai pas Ouais, conscientisée. ouais, Mais de fait, si je dois regarder la boîte de manière objective, il y a un peu de moi partout ouais. en termes d'ADN, un peu d'Émile partout. Mm, En termes de liberté, ça c'est clair. ouais. C'est un luxe, je dirais, qui est incroyable. En fait, tu travailles beaucoup, mais t'as jamais l'impression de travailler. Ok. Et tu travailles quand tu veux. Ouais. Donc ça, bon, c'est quand même dingue. Après, il faut quand même, je le dis, tu travailles beaucoup, hein. C'est Oui, pas, oui, c'est sûr. C'est et sûr, tu c'est travailles sûr. plus que beaucoup de monde. Ouais. Euh, et en même temps, parfois, il y a des métiers où tu es salarié, où tu vas travailler plus que dans l'entrepreneuriat. Après, en même temps, tu es beaucoup mieux payé, Ouais. mais tu prends moins de risques. Mm. Donc, c'est un peu un trade-off entre sécurité et liberté, Ouais. quoi, qu'il faut choisir. Ce que j'aime bien demander à mes intervenants pour finaliser un peu les podcasts, c'est des recommandations, des tips pour les jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui. C'est quoi? C'est y aller à fond. Dès que t'es jeune, si on peut retenir tout ça À mon du... avis, c'est un, vas-y tout de suite, Ouais. parce qu'il y aura toujours une raison de pas y aller. Ouais. Deux, c'est le produit parfait n'existe pas, même le produit bon n'existe pas. Euh,
n'attends pas d'avoir le truc que tu avais imaginé pour commencer à vendre. Ok. Moi, je dirais, commence à vendre n'importe quoi, le premier truc que tu as sous la main, tant que ça résout un problème un peu intéressant. Et c'est ça qui te met le pied à l'étrier et tu construiras par-dessus. Tu pourras faire évoluer ton service. Euh, Parce qu'en fait, très souvent, on observe des gens qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Mm. Elle est mauvaise. Ok. Forcément, elle est mauvaise, puisque personne ne l'a achetée. Mm. La seule chose qui fait qu'une idée est bonne, c'est parce qu'il y a des gens qui l'achètent. C'est vrai. Donc ton idée est mauvaise, c'est pas grave. Du coup, pour trouver la bonne idée, bah va vendre ce que tu as. Ouais. Et c'est les clients en fait qui vont te dire ce qu'il faut faire. Ok. Tu vois, si je reboucle par rapport à ce que je te disais, ce que nous on a fait, on pensait créer un dossier locatif digital, personne voulait payer, Mm. on s'est pas accroché à ce truc, on est allé vers le garant. Et finalement, 8 ans plus tard, on va y revenir, mais parce qu'aujourd'hui, le marché a maturé et est prêt à payer. Ouais. Et peut-être un dernier conseil, c'est de se faire confiance, parce que tu te prends quand même beaucoup de claques, et pour renforcer cette confiance, c'est de t'entourer. Avec un associé, une associée, à deux, tu traverses mieux, je pense, les crises, les difficultés. Ouais. Il y a plein de personnes avec qui c'est intéressant de s'entourer. Il y en a, ils le font en couple, il y en a, ils le font avec leurs amis, mais en fait, tu peux le faire avec des inconnus. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que tu as une ADN de travail commune? Ouais. Est-ce que tu as une ambition commune? Parce que les décalages d'ambition créent des tensions fortes. Et est-ce que tu es capable de déployer les mêmes ressources pour atteindre cette ambition? Et la ressource principale, c'est le temps. Ton énergie au quotidien, et sur combien d'années? Ok. Et ça, Cool. c'est assez rassurant si tu te poses cette question. Ça peut te permettre de déstresser si tu fixes un objectif clair. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Parce que si tu veux monter une boîte qui vaut 1 million d'euros, ou 10 millions d'euros, ou 100 millions d'euros, c'est pas du tout la même chose. Et si ton projet, c'est de monter une boîte, je parle en valeur parce que ça permet de Ouais. rationaliser, mais qui vaut 1 million d'euros, si tu essaies de détricoter, en fait, euh, ça va. C'est pas si difficile à faire. Mm. Une boîte qui vaut 1 million d'euros, il faut à peu près qu'elle fasse 1 million de chiffre d'affaires. Et donc, le chemin pour y arriver est peut-être moins stressant que si tu veux monter dans Boîte, les étoiles. ouais. Et ça permet de se calmer un peu et d'être apaisé, quoi. Ok, bah trop chouette. Et si t'as une petite dernière anecdote à nous raconter avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ça serait? Ouais, une anecdote qui est assez marquante parce que j'ai fait une grosse erreur et ça a failli nous coûter la vie de la boîte. En 2020, on lance un roadshow de levée de fonds fin janvier. Ouais. Ça se passe super bien. On a 7 ou 8 fonds qui nous annoncent qu'ils vont nous envoyer une lettre d'intention le lundi qui suit. Et on avait, il me semble, 500 000 euros qu'on devait verser aux compagnies d'assurance, mais qu'on n'avait pas encore versé. Et du coup, je leur verse en me disant c'est bon, on va avoir plein de fonds qui arrivent. Et là, je crois que c'est le samedi ou le dimanche qu'on annonce confinement. Ouais. C'était le 16 mars, il me semble, de mémoire. Et donc le lundi, je reçois 7 ou 8 appels de tous les fonds qui nous disent bon, bah la term sheet, va falloir attendre un peu. Ouais. Et on se retrouve avec plus 1 euro sur les comptes. Ouais. Les comptes de la boîte même passent en négatif. Ok. Donc on avait plus d'argent sur notre compte perso que sur le Ouais. compte de la boîte, ce qui est quand même pas fréquent. Et bon, ça c'était une grosse erreur du coup. Ça rappelle que le cash, il faut le sécuriser avant de faire le moindre mouvement. Et ce qui est incroyable avec ce moment-là, c'est qu'il y a eu une solidarité entre partenaires B2B en France que je pense qu'on retrouvera jamais. J'ai appelé tout le monde, avocats, comptables, prestats de dev, tous nos prestats, Mm. en leur disant cash dans les yeux, écoute, on n'a plus un rond, on va pas pouvoir te payer jusqu'à ce que on y voit plus clair, quoi. Et on savait Ouais. pas quand on y Ouais. verrait plus Ouais. clair. On, C'est on le partait risque aussi. on partait pour 6 semaines, mais en Ouais. fait, finalement, ça avait duré 12, je crois, semaines. Donc on n'a plus un rond, on sait pas quand on pourra te payer, mais s'il te plaît, continue à bosser. Parce que une fois que c'est terminé, on te le rendra au centuple. Mm. Et tout le monde a bossé gratuitement pour nous pendant 12 semaines. Sans demander 1 euro, en C'est n'étant génial. pas sûr du tout qu'ils retrouveraient leur argent. Et donc ça, c'était assez incroyable pour nous en termes de solidarité. Et puis ça crée des liens aussi avec les partenaires, Ouais, des quoi. gains de confiance de dingue.
Tu m'étonnes. Ah oui, génial. Elle est sympa cette anecdote. Et si tu peux, là pour finaliser, si tu peux pitcher ta boîte en 30 secondes, 1 minute. Je te le fais plus court. Allez. T'as pas de garant? Ouais. Pas de problème. Ok. Parfait. Nickel. Bah, merci Thomas. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Je te dis à bientôt. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne, vous abonner, liker, partager la vidéo. Allez regarder GarantMe si vous avez besoin de garant et même si vous êtes curieux. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Un grand merci Thomas. Merci à toi. Merci.